protéines, en fait, sont les objets du vivant qui font toutes les fonctions. Donc tout ce qu'on est capable de faire, c'est une protéine qui est derrière. Et pour pouvoir faire ces fonctions, c'est comme les objets macroscopiques, elles vont avoir une forme adaptée et elles vont bouger cette forme pour faire leur fonction. Comme exactement la roue, elle peut tourner parce qu'elle a une forme ronde. C'est le même principe. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que elles vont subir des perturbations parce qu'il y a des mutations génétiques et donc il va y avoir des modifications à l'intérieur de la forme, il va y avoir des endroits qui sont changés. On va remplacer un bout par un autre bout. Et elles sont capables de supporter ces changements, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une correction ou quelque chose qui change que la molécule perd sa fonction. Elle conserve sa capacité de fonctionner. En réalité, les villes fonctionnent comme les protéines, elles occupent un espace, donc l'espace est rempli par les bâtiments. Et entre les bâtiments, on va avoir un espace vide dans lequel la mobilité urbaine et même les flux, tous les flux, pas seulement la mobilité des gens, va s'effectuer. D'après ce qu'on comprend, c'est qu'on voudrait arrêter l'étalement des villes parce qu'il faut absolument garder de l'espace pour la nature et pour l'agriculture. Et donc, la problématique, c'est de densifier une ville pour recueillir plus de gens, mais en utilisant l'espace à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va border la ville. Or, la protéine, c'est exactement le même principe, parce qu'elle a aussi des limites. Et du coup, on a plusieurs phénomènes qui sont identiques. Et tout ça, c'est des problèmes de géométrie, c'est-à-dire que le travail consiste à aménager son espace de façon intelligente pour réserver de l'espace pour la mobilité. Donc c'est comme ça qu'on va faire le parallèle. On va prendre un exemple concret. On se pose la question, dans une ville, on va recevoir plus de gens, donc il va falloir construire plus d'écoles, ou il va falloir, comme on ne peut pas s'étaler, en réalité, il va falloir reconstruire les écoles qui sont déjà disponibles sur le territoire, et donc remplacer les bâtiments par des bâtiments plus grands. Donc la problématique, c'est de savoir où je le fais et comment je le fais. Donc là, le modèle qu'on a fait, il va cartographier le territoire et il va, pour chaque bâtiment donné, donner une mesure qui va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a de l'espace autour de ce bâtiment pour l'agrandir. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer ce bâtiment par un bâtiment plus grand pour recevoir plus d'élèves. Et on va regarder chaque école. Et l'étape d'après, c'est qu'en réalité, il faut faire attention à accueillir des élèves, c'est une des problèmes, mais derrière l'accueil des élèves, on a évidemment l'accueil des familles, ce qui veut dire qu'il faut regarder à une échelle plus large pour voir si dans le quartier où l'école est disponible, il va y avoir de l'espace pour grandir les bâtiments, pour recevoir les familles. Dans la pratique, il y a des espaces qui ne peuvent pas être utilisés pour construire. En réalité, ce sont des faux espaces libres et donc il faut que l'algorithme puisse les éliminer. Et pour faire ça, on va mesurer la distance entre les bâtiments et on va mettre une distance seuil. Si un bâtiment voisin est à une distance de plus de 30 mètres, on va considérer que ce n'est pas un voisin, donc on ne mesure pas l'espace vide entre les deux bâtiments parce que c'est un espace non constructible. Et ça nous permet d'éliminer les fleuves, les grands parcs, ou même les petits parcs, les grandes places dans lesquelles on sait qu'on ne va pas utiliser, en tout cas, on va tenter de ne pas utiliser ces zones-là dans un premier temps. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de considérer le bâtiment comme le nœud du réseau, c'est-à-dire qu'on prend l'empreinte au sol et on considère que c'est ça l'espace occupé, eh bien, on va reconstruire à partir de l'empreinte au sol ce qu'on appelle une enveloppe convexe qui va amalgamer tous les points du territoire qui est occupé au sol dans une enveloppe. Donc elle va redessiner la forme et en gros ce qui va se passer c'est que dès qu'il va y avoir des espaces vides, donc des cavités dans la forme, l'enveloppe convexe elle va reconstruire, elle va boucher le trou en gros. Et ça nous permet d'éliminer toutes ces espèces d'angles et de cavités qui sont créées mais qui ne sont pas viables pour la construction parce que ce sont des espaces trop réduits. Donc ça nous permet d'éliminer aussi les cours intérieurs. Et donc, on va partir d'une construction de nœuds qui n'est pas exactement l'empreinte au sol, mais qui, par contre, permet d'éliminer toutes ces zones non constructibles. Il faut avoir vraiment une cartographie de ce qui se passe au sol, parce que c'est là que les conséquences vont arriver en premier. Le bât blesse le plus dans le modèle, c'est pour les problématiques sociétales de la ville, puisque le but ultime de la ville, c'est d'être vivable. Avant d'être durable, il faut-il encore qu'elle soit vivable.
Alors là, j'opposerais un argument qu'on observe chez la protéine, c'est qu'en fait, la protéine se construit et elle gère son espace en faisant que n'importe quel point dans la protéine occupe en moyenne le même espace que partout ailleurs. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de zone problématique. Et donc, on peut considérer ce phénomène comme une espèce de justice sociale. Donc, on peut très bien dire que de ce point de vue-là, même la gestion sociétale de la ville pourrait être traitée par une approche géométrique et de gestion de l'espace.